Bonjour à tous. Alors, donc là, la prochaine conférence va porter sur la maison résiliente. Donc, c'est Didier Philippot et Rémi Richard qui vont nous expliquer un petit peu comment, à travers différents trucs et astuces, comment construire une maison résiliente et pouvoir vivre à peu près en autonomie. Donc, ils vont vous exposer leurs enseignements et puis derrière, on passera à une série de questions pour ceux qui en ont. Je vous laisse. Merci. Bonjour à toutes et à tous. Merci d'avoir préféré venir nous voir que d'aller à la cantine. J'espère que vous ne serez pas déçus. Alors, ce qu'on devrait vous proposer aujourd'hui, déjà, petit point important, c'est qu'on fait beaucoup la promotion d'Elotech. Et donc, pour ceux qui espéraient voir une jolie PowerPoint avec des belles maisons résilientes, des batteries avec des belles couleurs, une phytoépuration avec plein de petites fleurs, on va essayer de s'en passer pour une fois. Et donc, on va troquer le vidéoprojecteur par notre super décor en 2D. C'est une maison que nous avons récupérée, qu'on avons ramenée du Cantal. Ouais, alors vidéoprojecteur, effectivement. Profitez-en bien, c'est fini. Si ça veut. Close. Ouais, j'appuie sur close. Je m'approche pas trop de l'enceinte. 3 secondes dans le close. Voilà. Bon, on voulait faire un branchement violent tout pour montrer le côté un petit peu On avait même emmené militant la... et tout, mais on s'est dit il va nous taper sur les doigts, on va tout casser. J'avais pris la masse au cas où, mais ils n'ont pas voulu. Bon. Donc ensuite, si vous êtes venu au salon de l'autonomie, c'est j'imagine pour entendre parler d'autonomie, donc ça tombe bien, on va pas en parler du tout. Ou du moins, on va vous expliquer pourquoi la résilience, ça pourrait éventuellement être mieux adapté pour vous que l'autonomie. La différence. L'autonomie... Ah, le sommaire, un petit sommaire. Allez, vas-y alors. Donc les différents points qu'on va aborder. D'abord, on va repréciser un peu les termes, la différence entre l'autonomie, la résilience et l'autarcie. Ensuite, on va reprendre aussi la définition. Qu'est-ce que c'est qu'une maison résiliente? C'est un terme qui est un peu moins utilisé que la maison autonome, donc on va repréciser tout ça. Ensuite, il y a une question qui revient souvent dans nos stages ou dans nos conférences. Est-ce qu'il vaut mieux faire le choix entre la rénovation, la construction et surtout à quel endroit? Donc ça, on va essayer de parler un peu de ça aussi. Et ensuite, on ne va pas pouvoir aborder toutes les questions techniques de la résilience dans une rénovation, dans une construction. Donc on va prendre les 3 plus importants, l'eau, l'énergie et, alors après c'est pas forcément le plus important, mais il y a souvent des questions là-dessus, les toilettes. Et ensuite, on répondra à quelques-unes de vos questions, on pourrait aborder les autres sujets si vous voulez. Voilà. Pardon, Vas-y. Il fallait qu'on se présente aussi. Ah, on peut se présenter si vous voulez. Donc, alors, de mon côté, j'ai bossé pendant une vingtaine d'années dans les jeux vidéo. Au bout d'un moment, j'en ai eu un petit peu marre d'être planté devant un écran toute la journée, enfermé dans un bureau. Et je me suis aussi aperçu que de l'énergie abondante et bon marché, il n'y en aurait pas forcément jusqu'à ma retraite. Donc ça serait pas mal d'anticiper un petit peu une transition. Et du coup, je me suis formé en maraîchage. Je suis devenu maraîcher bio. J'ai lancé une chaîne YouTube qui s'appelle Mon Potager Plaisir, sur laquelle je donne plein de conseils pour le potager, mais avant tout dans une optique de vous donner votre autonomie, pour vous amener à vous poser les bonnes questions et à réfléchir et être capable de comprendre ce qui se passe quand il y a quelque chose qui ne va pas dans un potager. Et en parallèle, donc je suis retourné m'installer dans mon Cantal natal où j'ai commencé à rénover une maison, donc une vieille maison en pierre, et une rénovation dans une optique un petit peu d'autarcie au début. Rapidement, c'est devenu de l'autonomie, et puis relativement rapidement derrière, c'est devenu de la résilience. On va vous expliquer pourquoi ces choix, pourquoi cette évolution. J'ai un trajet qui est à peu près le même. J'étais aussi dans le domaine de l'informatique, mais dans le milieu bancaire. J'ai eu le temps et la chance d'avoir la possibilité de réfléchir pendant 2 années à ce qui allait advenir de notre monde. Et ça, c'était en 2004. Et je me suis rendu compte qu'il fallait trouver des solutions parce que ça n'allait pas durer longtemps, cette histoire de croissance
Et donc là, on habitait à l'autre bout du monde avec ma femme, puis on est revenu dans le Cantal. Et là, on est parti dans l'objectif de créer un écolieu résilient. Et en même temps, moi, j'ai changé de projet professionnel et je suis devenu installateur de systèmes solaires. Aujourd'hui, j'accompagne les familles qui décident de prendre ce chemin-là. Parce qu'au début, c'est assez compliqué d'arriver à savoir quelles sont les priorités, enfin tout ce dont on va vous parler, savoir par quoi commencer, combien ça va coûter, etc. Donc aujourd'hui, c'est ce qu'on fait, on accompagne les familles qui décident de changer. C'est bon, je peux y aller là? Allez, vas-y. Allez. Donc, je vous parlais tout à l'heure d'une longue et lente évolution. Donc, au début, je suis parti en mode autarcie, c'est-à-dire être capable de tout produire moi-même au potager, d'avoir mon eau potable moi-même, d'avoir toutes les compétences dans tous les domaines possibles. Et puis rapidement, je me suis aperçu que j'étais pas spécialement un surhomme, un peu, mais pas tant que ça. Et du coup, que ça allait pas le faire. Donc, il y a eu un basculement vers une idée d'autonomie. L'autonomie, on a plus, en général, une intention de vivre en symbiose, entre guillemets, avec l'écosystème qui est autour de nous et avec les gens qui vivent autour. L'autonomie, ce n'est pas une autonomie à une personne, c'est une autonomie à l'échelle d'un territoire. Et du coup, on peut davantage profiter d'échanges, que ce soit pour le potager, on a une culture qui ne marche pas, ça va marcher chez les autres. Ça peut être des échanges de services, ça peut être des échanges de compétences. Et surtout, l'autonomie. Pourquoi je ne suis pas resté sur l'autonomie? Parce que si on veut vraiment être autonome, je me suis aperçu que ça prenait un temps fou, que j'avais le temps de rien faire d'autre. S'il faut faire sa lessive avec la machine à laver à vélo, s'il faut faire sa farine soi-même, faire son pain soi-même, s'il faut vraiment assurer à 100% de son autonomie en eau, ça demande un travail du quotidien et on fait que ça. Et là, on comprend mieux le quotidien de nos ancêtres au siècle dernier, enfin celui d'avant, pardon, même au début du XXe. Et du coup, on commence à basculer en mode résilience. La différence entre la résilience et l'autonomie, c'est qu'en résilience, on se dit, le jour où j'aurai plus EDF qui m'enverra gentiment des électrons, le jour où j'aurai plus ma commune qui m'enverra de l'eau, comment je vais faire? Et donc, on commence à mettre en place des systèmes pour pouvoir pallier à d'éventuelles défaillances futures. Et petit à petit, comme ça, on s'aperçoit qu'on continue à profiter de ce que nous envoie notre société autour de nous, à un tarif qui finalement n'est pas si cher que ça comparé à ce que ça prend de le faire soi-même au quotidien. Et petit à petit, donc on se libère du temps grâce à ça, et ça nous laisse du temps pour continuer à améliorer notre résilience et à continuer à mettre en place de nouveaux aménagements pour être encore plus résilient à terme. Mais alors, comment mettre en place cette résilience dans la maison? C'est là où on va faire la différence entre une maison classique et une maison résiliente. Dans une maison classique, selon les schémas actuels, la maison n'est qu'un lieu de vie. On travaille, on rentre chez soi, il faut qu'il y fasse chaud et qu'on y soit protégé. En gros, c'est ça, c'est très souvent ça. Alors que si on prend le schéma des maisons d'il y a une centaine d'années, c'était pas du tout, surtout en milieu rural. En milieu urbain, cette fonction n'a pas beaucoup changé. Mais en milieu rural, c'était un lieu de production. C'est un endroit où on avait de la production vivrière, que ce soit animale ou végétale. Mais c'est aussi un endroit où on collectait soi-même son eau, donc il y avait toujours un puits dans une ferme. Il y a aussi un point qui est très important et qu'on oublie souvent, c'est toute la partie stockage. Si vous achetez aujourd'hui une maison à pas cher en parpaing, vous allez voir qu'il y a 2 pièces qui ont au moins disparu par rapport aux maisons d'avant. Il n'y a plus la cave, il n'y a plus le cellier. Et pourtant, ça c'est hyper important, mais aujourd'hui c'est qui la cave et le cellier? C'est le supermarché d'à côté, parce qu'en fait, quand on a besoin de quelque chose, on va le chercher au supermarché. Donc en fait, on demande au supermarché de s'occuper du stockage à notre place et aux fournisseurs du supermarché de faire la production alimentaire à notre place. Donc effectivement, quand on prend le schéma des maisons actuelles, il va y avoir toutes ces fonctions-là qui ne sont plus présentes. Mais il y a aussi un autre point important qui sont tout ce qui est annexe. Là, c'est pareil pour la partie chauffage. J'appelle mon fournisseur de fuel, il m'amène du fuel. Donc c'est lui qui va stocker le fuel. Moi, je n'ai pas besoin réellement de stocker ni de produire mon énergie. À partir du moment où vous allez partir sur le bois, il va falloir couper son bois ou trouver un fournisseur, puis il va falloir le stocker et le sécher. Donc là, il faut aussi une pièce qui soit dédiée à ça. Et puis, à partir du moment aussi où on va parler aussi de production vivrière, il va falloir un endroit où on va avoir nos petits animaux, ou notre stock de foin, etc. Donc il faut des annexes. Et typiquement, on retombe sur le schéma
des anciennes fermes, en tout cas les fermettes. Sauf que, et c'est là, comme disait Didier, qu'il y a certains éléments de notre confort qu'on n'a pas envie de remettre en cause. On n'est pas dans l'objectif de faire un retour 100 ans en arrière. Ce n'est pas du tout ça l'objectif. Il y a énormément de choses dans le progrès qui sont intéressantes et qu'on a envie de garder. Notamment, un élément qui n'existait pas selon le schéma de ces anciennes fermes, c'est la partie énergie, puisqu'ils ne consommaient pas d'énergie électrique. Donc aujourd'hui, là aussi, on demande à un fournisseur de produire de l'électricité, de nous le rendre accessible quand on en a besoin, puis quand on en a besoin, on appuie sur le bouton, puis ça s'allume. Voilà. Dans une maison résiliente, on va se dire oui, mais ça, peut-être qu'un jour, on aura moins accès, ou ça sera trop cher, ou on n'est plus d'accord, etc. On en reparlera après. Et donc, il faut arriver à produire une partie de son énergie soi-même, au moins une partie de son énergie soi-même. Donc ça va être la différence entre une maison classique et une maison résiliente. Évidemment, dans une maison autonome, ça reprend tous ces éléments-là. Mais la différence avec la résilience, c'est que petit à petit, on met en place les systèmes de récupération d'eau de puits, on les teste, on voit ce qui fonctionne, comment on consomme. On se rend compte que finalement, le puits en plein été, il ne fonctionne pas, donc on essaie de trouver d'autres situations. Et on se donne le temps de faire évoluer notre lieu de vie pour, à terme, si c'est nécessaire, passer à l'autonomie, mais de ne pas passer radicalement du jour au lendemain à l'autonomie, voire à l'autarcie, qui est, entre autres, psychologiquement, mais aussi financièrement particulièrement difficile. Et c'est là qu'on se dit, bon alors, dans ce cas, quel type de maison avoir aujourd'hui? Effectivement, je vous ai parlé avant de la ferme, donc si on part sur ce type-là d'habitat, on a déjà quasiment tout. Quand on achète une ancienne ferme, il y a déjà les annexes dont je vous ai parlé. En général, il y a le puits ou une source, idéalement une source qui est plus haut en altitude, ce qui fait qu'on peut avoir de l'eau la pression par gravité, par altitude. On va avoir souvent la cave. Enfin, si vous regardez toutes les anciennes maisons, il y avait forcément une cave, et c'est bien qu'elle était réellement utile. On va avoir souvent, alors de moins en moins hélas, mais on va avoir un verger, qui est un élément important, puisqu'il faut une dizaine d'années avant d'avoir réellement une production intéressante. Et puis il y a aussi une pièce dont je ne vous ai pas parlé, c'est le lieu de transformation, qui est aussi un point important. À partir du moment où on va produire, surtout ceux qui sont très forts en permaculture ou ceux qui suivent assidûment la chaîne de Didier et qui arrivent à avoir une belle production, il y a un moment dans l'année où on en produit beaucoup trop, donc il faut transformer pour avoir accès à cette production en hiver. Donc il nous faut aussi un lieu qui fonctionne et puis qui puisse continuer à fonctionner. Quelqu'un qui dit je vais faire toutes mes conserves avec une chaudière gaz, c'est peut-être pas une super bonne idée. Il vaut mieux passer sur une cuisinière bois, etc. et donc avoir éventuellement une pièce dédiée et du matériel dédié à tout ça. Donc voilà, donc on va avoir naturellement l'idée de partir sur une rénovation. Sauf que une rénovation, c'est pas forcément possible, ça coûte cher, et il y a d'autres gros inconvénients sur une rénovation, c'est que c'est très compliqué d'arriver à avoir de l'efficacité thermique sur une vieille maison pierre qui a 200 ans. Alors que quelqu'un qui aujourd'hui se construit une maison paille ou une yourte bien faite, lui, il va consommer très très peu de bois. Donc là aussi, on doit se poser la question de savoir quelles sont les priorités par rapport aussi à ce que vous, les paramètres aussi que vous allez vous mettre, les limites que vous allez vous mettre, en disant, souvent les vieilles maisons ne sont pas bien orientées aussi. Alors que sur les maisons, quand on fait une maison paille aujourd'hui, il y a des grandes baies vitrées au sud, on va faire du solaire passif, on aura beaucoup de lumière, ça sera un bâtiment qui sera beaucoup plus chaleureux. Donc là où il faut bien se poser la question, mais dans les deux cas, c'est possible de créer un bâtiment résilient, mais il faut bien penser aux différents paramètres qu'il va falloir prendre en compte au moment de monter ce projet. On part sur quelques exemples ? Quelques exemples. Alors, on va vous parler un petit peu, comme on le disait en intro, on va vous parler de l'énergie. Parce que l'énergie électrique, effectivement, comme Rémi le disait à l'instant, on va avoir un petit peu de mal à s'en passer quand même. Moi, quand j'ai vraiment commencé la rénovation de ma maison, c'était vraiment dans un esprit de le jour où il n'y a plus EDF, c'est pas grave, tout marchera à peu près bien. Et effectivement, le jour où il n'y aura plus d'EDF, ça pourra faire quelque chose de relativement confortable. En tout cas, beaucoup plus confortable que tous mes voisins. Et puis bon, au bout d'un petit moment, on se dit « Ah oui, mais ça quand même, ça serait pas mal. Et puis ça serait pas mal. » Bon, voilà. Donc petit à petit, Rémi va vous montrer ce qu'on peut faire pour améliorer. Donc, on va parler de l'électricité dans la maison. Donc le premier élément, je pense que la majorité des gens qui sont ici, ils ont l'électricité grâce à cet outil que tout le monde adore, le Linky, qui est l'interface entre le producteur et vous. Donc grâce au Linky, vous avez... Est-ce que vous êtes en train de regretter le PowerPoint là ?
C'est quand même sympa, non? Donc vous avez de l'éclairage. On n'a pas mis tous les éléments, l'éclairage n'est pas la partie qui consomme le plus, mais c'est plus visuel. Ce qui va consommer le plus, ça va être bien sûr les résistances. Donc, si vous voulez baisser votre consommation, enfin, si vous voulez passer plus autonome, avant tout la chasse aux résistances. Mais vous verrez, il y a plein d'autres pistes. Alors, ton Linky, ok, t'es bien avec ton Linky, mais imagine que, je ne sais pas, il y ait des petites coupures de temps en temps, voire des coupures de plus en plus longues. Ou s'il y a des délestages. Les délestages, vous savez, c'est de temps en temps, il peut y avoir besoin, si la production à l'échelle globale, à l'échelle nationale n'est pas suffisante, il peut y avoir besoin de couper carrément le réseau sur une grande partie du territoire pour permettre de ne pas faire un effondrement complètement de la production. Du coup, on fait des délestages pour, sans aucune pitié, supprimer le quart ou la moitié de la consommation. Voilà, si ça arrive, ou même si tu n'es plus d'accord avec la manière dont c'est produit l'électricité. S'il y a trop de nucléaire, par exemple, je ne sais pas, ou trop de charbon. Oula, le vaste débat. Alors effectivement, une solution, c'est de produire soi-même son électricité. Ça nous rend responsables, ça nous oblige à réfléchir à notre moyen de consommer. Il y a plusieurs solutions. S'il y en a qui sont passionnés de vélo, vous pouvez essayer sur notre stand les vélos électriques. Vous allez voir qu'on n'en produit pas beaucoup d'électricité avec des vélos. En tout cas, avec les panneaux solaires. Il est tout à l'autre bout, au milieu, tout à l'autre bout, pour ceux qui n'ont pas encore trouvé. Donc une des solutions, c'est les panneaux solaires. C'est pour ça que je me suis mis avec un associé assez grand. Sauf que le panneau solaire ne permet pas de faire de l'électricité qui soit compatible avec votre installation électrique de la maison. Et vous allez avoir besoin de cet outil qui s'appelle un onduleur ou un onduleur régulateur. Donc au départ, vous allez pouvoir utiliser l'électricité de RDF, d'Enedis, de votre fournisseur, en plus votre électricité, et ça va fonctionner ensemble. Sauf que si jamais il y a des coupures, ce système d'onduleur n'est pas capable de fonctionner tout seul. Et ça, pour ceux qui ont déjà fait des contrats de revente en surplus ou de revente totale, s'il y a une coupure d'EDF, l'onduleur seul ne peut pas fonctionner. Il faut un autre élément. La batterie, qui est le talon d'Achille des installations autonomes, puisque c'est la partie qui coûte le plus cher, qui s'use le plus vite et qui souvent le pollue le plus. Beaucoup de personnes nous disent « Ah voilà, mais ouais, vos systèmes écolos, s'il y a des batteries, c'est même pas la peine. » Bon, c'est discutable, on n'a pas le temps d'en discuter là, mais si vous voulez qu'on parle de différentes technologies de batterie, vous pouvez aller nous voir sur le stand, on sera ravis de vous aiguiller. Ok, donc là, ton petit système, il peut tourner un peu en support par rapport au réseau. C'est un peu l'idée. Ouais, mais au final, ce système-là peut fonctionner et avec le réseau et sans le réseau. Donc on enlève le Linky. Quelqu'un veut un Linky? Oh non, Vous attends, un tous Linky, personne ne va en vouloir ici. Non, garde, laisse tomber. Je le garde. Ce système-là, donc là, on est en site isolé, on va pouvoir fonctionner tout seul. Pendant combien de temps? Parce que c'est bien rigolo, mais on entend beaucoup parler de limitation, je ne sais pas, au bout de 5 ans, 10 ans, tout ça c'est mort? Et alors voilà, ça, il y a des durées de vie et c'est ça le problème. L'élément le plus fragile en général, c'est l'onduleur. Donc là, ici, on a un onduleur et un régulateur. L'onduleur, ça dépend du budget que vous avez mis. Il y a des marques très différentes avec des durées de vie bien différentes. Mais le premier élément qui va tomber en panne, c'est l'onduleur. Donc vous n'avez plus que le régulateur. Le régulateur, c'est celui qui a pour fonction de charger les batteries. Donc ça veut dire que vous avez toujours de l'électricité dans votre maison, mais vous n'avez plus de 220 volts. Donc il va falloir aménager votre façon de consommer pour pouvoir utiliser le 12 volts, ou le courant continu directement des batteries. 12 ou 24 volts selon le choix à l'origine. 12, 24 ou 48. Ouais. Ou 48. Et puis l'autre élément qui va tomber en panne ensuite, ça va être soit la batterie, parce que vous avez investi trop peu, soit le régulateur, qui lui a un système électronique et donc il y a aussi une durée de vie limitée. Donc là, on n'a plus de régulateur entre les deux, donc ça veut dire que la batterie, on ne va plus pouvoir la charger. Ça va être très compliqué à utiliser. Mais on a encore la possibilité, ce qu'on appelle nous le mode Mad Max, c'est d'utiliser directement l'électricité depuis les panneaux solaires, qui ont une tension assez bizarre, mais on peut arriver quand même. Donc là, on est très longtemps après l'effondrement du système, puisqu'on n'a pas pu changer notre onduleur et notre régulateur.
Donc là, ça veut dire qu'on est déjà peut-être à 20 ans ou 25 ans après qu'il n'y ait plus de cette industrie qui puisse nous refournir. Avec l'électricité directement des panneaux photovoltaïques, on peut arriver à faire tourner des pompes pour l'eau, on peut arriver à faire tourner des petits moteurs, on peut arriver à faire tourner des résistances. Donc ça, c'est le mode urgence Mad Max. J'espère qu'on n'y arrivera jamais. Mais du coup, les petits moteurs, ça va être tout ce qui est électroportatif, les petits outillages qui tournent sur 18 volts par exemple. Moyennant quelques bidouilles qu'il va falloir anticiper, on peut les brancher et donc on reste avec des outils électriques accessibles. C'est ça. Bon, je remets mon régulateur parce qu'il est tellement beau. Deuxième élément, donc là on a parlé de la partie énergie. Un autre élément qui est très très important, c'est l'eau. Il faut bien savoir que le confort est arrivé dans les maisons à partir du moment où il y a eu de l'eau. L'hygiène a augmenté, etc., etc. Donc c'est peut-être le dernier élément qu'il faudrait voir disparaître dans les maisons. Aller chercher de l'eau au fond du puits, c'est énormément de boulot. Et puis la douche, quoi. Moi si je passe pas une demi-heure sous la douche, je tiens pas. donc l'eau. Alors l'eau, au début, on a le compteur qui arrive, le compteur communal, il n'y a pas de souci. L'eau arrive à volonté, on ne se pose pas spécialement la question. C'est pas forcément, enfin c'est même pas cher du tout quand on compare au service rendu. Même si des fois on fait un pied de la tête quand la facture arrive, mais globalement, s'il fallait rendre le même service vous-même tout seul, vous comprendriez que finalement c'est pas cher. Mais quand on veut commencer à être autonome, on va se dire, la première étape, ça peut être une petite cuve de récupération d'eau de pluie. Donc, on commence par ce genre de tonne à eau. Donc, une petite cuve d'1 mètre cube, c'est déjà pas mal. On peut en mettre plusieurs éventuellement. Et ça permet d'avoir, en récupérant l'eau du toit, d'avoir déjà une réserve d'eau. Alors, une réserve d'eau qu'on va pouvoir utiliser, qui n'est pas forcément potable, mais qu'on va pouvoir utiliser pour le potager, qu'on va pouvoir utiliser pour certains usages dans la maison, pour la chasse d'eau, pas pour ceux qui restent avec des toilettes à eau. Et éventuellement, après, on peut l'améliorer en rajoutant des filtres pour la rendre potable. Sauf que, comme on l'a vu là, il peut très bien y avoir une coupure de courant, et comme la majeure partie des communes n'utilisent plus des sources en altitude, ils utilisent tous des pompes, donc s'il n'y a plus d'électricité, il n'y a plus d'eau dans la commune. Du coup, s'il y a une coupure, alors avant même qu'il y ait une coupure de courant, il peut y avoir une coupure d'eau, pourquoi pas. Et dans ce cas-là, je peux avoir une petite pompe en 220 volts que je vais brancher donc sur mon réseau électrique, donc sur le Linky dans un premier temps, et puis plus tard sur l'onduleur, avant qu'il soit un petit peu endommagé, c'est pas grave, on va faire comme si. Donc une pompe à 220, alors l'avantage d'une pompe en 220 volts, c'est que c'est très puissant. Et du coup, ça va pouvoir envoyer de la pression dans mon réseau. Et je vais conserver une pression de 3-4 bars, qui est la pression habituelle dans le réseau d'eau. Et du coup, je vais pouvoir prendre une douche qui me fouette vraiment, c'est quand même plus agréable. Et là, je tiens, même s'il n'y a plus Enedis, je tiens encore pendant le temps que la pompe tombe en panne ou le temps que tu sois plus capable de m'envoyer du 220 volts. Donc s'il n'y a plus de 220 volts ou plus de pompe, à quoi on passe? Alors, on va prévoir un plan B, une petite pompe 12 volts. Donc ça coûte rien du tout. Autant là, si on veut du bon matériel, il faut bien compter entre 300 et 500 euros. Là, à 20-30 euros, on a déjà un truc qui fonctionne. Donc une petite pompe 12 volts que je vais pouvoir brancher directement. Donc si tu m'envoies plus de 220, je peux brancher directement là-dessus, voire plus tard directement sur la batterie ou à la fin vraiment sur le panneau solaire en direct. Et donc cette petite pompe, elle fonctionnera. On peut en avoir un petit stock parce que ça coûte pas cher du tout. Petit inconvénient, ça envoie une pression assez ridicule. Du coup, on se retrouve avec quelque chose, soit on prend la douche avec un tout petit filet d'eau, soit on prend la douche seulement quand il y a du soleil, parce qu'il faut que les panneaux solaires soient là, soit on fait un petit stock. Et donc, on va mettre au grenier une cuve, qui peut être un fût en PE comme ça, un bon fût de 200 litres, ça fait déjà une belle réserve. Une petite pompe en 12 volts, même un truc à pas cher du tout, ça peut faire de l'ordre de entre 500 et 1000 litres par heure. Donc en un quart d'heure, là-haut, la cuve est pleine. Et on a une réserve de 200 litres qui va nous faire pour la journée. Alors l'eau va couler dans toute la maison, il n'y aura pas de pression. C'est quand la cuve est pleine, elle est un peu lourde et ça finit. Donc pensez bien, alors tiens d'ailleurs j'en avais parlé. Quand vous mettez une grosse réserve d'eau au grenier, réfléchissez bien sur quoi vous la posez. Il faut quand même qu'il y ait des poutres suffisamment costauds pour résister.
Allez, on y croit. Elle est bien accrochée là, c'est bon. Du coup, voilà, on se retrouve avec cette petite pompe 12 volts qui remplit notre réserve d'eau pour la journée ou pour 2-3 jours là-haut et qui permet de prendre, alors d'avoir de l'eau courante, pas sous pression, mais au moins de l'eau courante à tous les points d'eau dans la maison. C'est quand même bien pratique. Et puis on n'a plus de 12 volts. Les batteries sont mortes. Eh bien, il reste la petite pompe à main, et là on va jouer au Shadok. Et des pompes comme ça, on en trouve facilement en inox, c'est du super costaud, c'est increvable. Prévoyez quelques jeux de joints de rechange et d'avance et stockez-les dans une pièce où ils ne vont pas se dessécher. Et donc une pompe comme ça, pareil, on a une bonne capacité de pompage, et donc on va l'utiliser pour remplir la réserve au grenier. Et on va pouvoir comme ça, pendant encore de très longues années, profiter des points d'eau courantes dans la maison. Et toujours à partir du moment où on va s'intéresser à l'eau, l'idée c'est de recréer le cycle de l'eau localement, c'est-à-dire qu'on va la collecter, donc on va la stocker, on va la filtrer, on n'a pas mis les systèmes de filtre, là on n'est pas rentré trop dans les détails. On va la consommer. Ils sont derrière, vous ne pouvez pas les voir, ils sont derrière la cuve. On va monter en pression, on va la consommer, on va la polluer et derrière on va la dépolluer. Il y a différents systèmes, mais notamment alors, ici, il y a plein d'options, mais par exemple une phytoépuration. Donc l'avantage, c'est les eaux usées qui vont aller là. Alors on conseille d'y mettre uniquement les eaux grises, c'est-à-dire pas les eaux des toilettes quand vous êtes encore en mode toilette à eau, mais uniquement les eaux des points d'eau qui sont dans la maison, donc lavabo, évier, douche, avec des plantes qui vont épurer l'eau et qui vont faire sortir une eau, alors pas forcément potable derrière, mais pas loin du tout. Et donc une eau qu'on pourra utiliser pour de nombreux usages, que ce soit dans la maison ou dans le potager, et qu'on pourra finir de potabiliser avec une fontaine filtrante à céramique, avec un filtre à céramique et à charbon. Pour finir, le dernier point technique, les toilettes. Vous attendiez tous les toilettes? Bon. Alors, aujourd'hui, la majorité des Occidentaux utilisent des toilettes à eau. Pour plus de pudeur, on a laissé la porte. Voilà. Là aussi, on ne s'intéresse pas à l'eau qui rentre et on ne s'intéresse pas non plus à l'eau qui sort. Ce n'est pas nous qui la gérons. À partir du moment où on va s'intéresser à l'autonomie, il faut absolument résoudre ce problème. Donc, soit on envoie dans la phyto, mais on l'a expliqué avec Didier, ce n'est pas idéal. Ou alors on utilise, vous connaissez tous, les toilettes sèches. Voilà. Alors les toilettes sèches, ça permet de valoriser les excréments. Comme en général dans cette démarche-là, on a aussi derrière une production vivrière, donc on va avoir besoin aussi de compost et on va utiliser notamment ces excréments. Le gros problème des toilettes sèches, dans les inconvénients, il y en a qui adorent, mais il y en a qui ont aussi un petit souci avec ça, c'est que du coup on doit se déplacer régulièrement avec des seaux. Il y en a certains qui ont la bonne idée de mettre les toilettes en plein milieu de la maison, donc il faut se déplacer dans la maison avec ces toilettes. Et il y en a certains que ça rebute, pas tous, mais il y en a que ça rebute. Alors il y a plein de solutions, mais notamment il y en a une qui est un peu la suite c'est la version 2.0 du toilette sèche. C'est d'utiliser une cuve, c'est les mêmes, ça s'appelle les cuves IBC, une cuve avec des lombricompost à l'intérieur, c'est des petits verres qui vont consommer les excréments. Il faut un système un peu plus complexe en amont, puisque c'est mieux de faire un système de séparation entre l'urine et les excréments. Mais avec une cuve comme ça, on aura besoin d'aller récupérer de la terre, parce qu'il y a uniquement de la terre, entre 5 à 10 ans. Donc au niveau manipulation, c'est franchement diminué par rapport à un toilette sèche, où en fonction du nombre de personnes dans la maison, on peut avoir... Nous on le fait une fois ou deux par semaine, ouais, selon le nombre de personnes dans la maison. Ouais. On va passer aux questions ensuite. Petit point pour nous qui est important de vous préciser, c'est que là, on vous a parlé un peu des scénarios catastrophes. On espère qu'on n'arrivera jamais jusqu'à ce scénario-là, sauf si utiliser une pompe comme ça vous plaît. Hein. J'ai un ami qui a fonctionné avec ça pendant quelques années. Il a fini par laisser tomber parce que ça lui prenait trop de temps. Mais c'est quand même possible, c'est quelque chose qui fonctionne. Mais on peut aussi s'extraire un peu de ce scénario catastrophe et de se rendre compte que cette démarche de reprendre en main tout ce dont on a besoin est aussi un projet de vie qui est particulièrement exaltant, qui nous permet de nous reconnecter à la Terre. À partir du moment où on utilise des énergies renouvelables, on va avoir des habitudes qui vont être différentes. Les jours où il fait beau, on pourra faire des choses qu'on ne pourra pas faire des jours où il ne fait pas beau.
des jours où on a beaucoup d'eau, par exemple, nous ça nous arrive, quand il fait vraiment très beau, que nos panneaux solaires donnent à fond et que nos cuves sont pleines, on peut rester 1 heure sous la douche, c'est pas un problème. De toute façon, la phytoépuration, on va le nettoyer, on va réutiliser derrière et on va rendre à la terre cette eau qu'on avait prélevée quelques semaines avant. Donc il y a aussi cette idée de résilience qui est un lien qui va permettre d'avoir un projet de vie qui nous nous on venait du milieu informatique, donc je pense que vous connaissez un peu, vous voyez un peu ce que ça représente, qui nous a déconnecté de tout ça et qui fait qu'aujourd'hui on est bien plus heureux de ce qu'on fait et on a étudié tout ce qui était le mode de vie sobre, etc. Et c'est un projet de vie qui est formidable, je trouve. Moi, je reviendrai pour rien au monde en arrière, quoi. Quand je faisais préparer mes petits cartons, là, je me disais que c'est quand même sympa mon métier, quoi. On passe aux questions. Je circule avec le micro, moi. Voilà, je voulais savoir quel type de verre vous utilisez pour la cuve à toilette sèche. Est-ce que c'est les mêmes verres qu'on utilise dans un lombricompost classique ou est-ce que c'est des verres spéciaux? Quel est le nom du verre, si vous l'avez? C'est les verres qu'on récupère dans les tas de fumier, en fait. Si je me souviens bien, c'est Esigna. J'ai un petit doute. Ouais. Si c'est celui-là, c'est le même que le lombricompost. Okay. Ouais. Rémi, prends le micro. Ce serait pour que monsieur repose pas une question. Il y en a un deuxième, c'est machin California ou un truc comme ça, mais c'est écrit dans notre bouquin. Je ne me souviens plus. Ah oui, alors, les questions personnelles, on peut voir après. Là, on a, on a 10 minutes pour les questions. Moi, j'ai une question concernant la cuve qui est sur le toit, les bidons bleus. Il n'y a pas de risque de dégradation de la qualité de l'eau, surtout s'il est en plein soleil, développement des algues et tout ça? En fait, il est dans le grenier. Ah, il est dans le grenier. Ouais, il est dans le grenier. Et du coup, tu vas avoir un petit peu de chaleur. Le truc, c'est de suffisamment la filtrer avant pour qu'il n'y ait pas déjà de source de bactéries qui risqueraient de se développer, de bactéries ou d'algues surtout. Mais du coup, ça va être dans le grenier à une température qui certes va être un peu variable, éventuellement l'isoler pour lisser les variations de température, et puis surtout c'est dans le noir. Donc rien que le fait d'être dans le noir, déjà ça limite plus de 90% des risques. Mais il n'y a justement pas d'autre solution que dépendre de ces bidons qui sont en pétrole, qui vont se dégrader, qui, je sais pas, en terre cuite. Alors, l'avantage du PE, c'est qu'il a une durée de vie de malade, quoi. En plus, il relâche pratiquement aucun composé toxique. Donc au niveau durée de vie et au niveau santé, c'est vraiment une super solution. Il va pas c'est très solide, à moins d'y aller avec des gros coups de couteau, mais bon, normalement on n'aura pas trop envie de le faire. Par rapport à quelque chose en terre cuite, par exemple, qui risquerait de geler au grenier et qui risquerait donc de casser. Okay. Et vous avez parlé uniquement des panneaux solaires, les éoliennes, et sur la durabilité des panneaux solaires et leur recyclabilité? Alors là, je laisse Rémi maîtriser. Alors, sur les panneaux solaires, c'est une question qui revient tout le temps. Alors, les panneaux solaires, en fait, ils ont une durée de vie d'au moins 40 ans. Et j'en ai parlé avec quelqu'un qui envoie des satellites et il nous expliquait que les satellites envoyés dans les années 60 produisaient encore. Et ce n'était pas cette technologie de panneaux solaires. Donc, en fait, ça produit toujours, il y a juste une baisse de rendement. Et donc, en fait, soit on l'anticipe et on en rajoute un peu, soit, et à mon avis c'est ce qui va se passer, on va diminuer, quand on part de 40 ans, finalement dans tous nos objets électroniques dans la maison, mais il y en a encore combien qui fonctionneront encore dans 40 ans? Donc à mon avis, la visseuse, il y a énormément de choses, la télé, etc., tout ça, ça va tomber en panne avant les panneaux. Et par rapport au recyclage, il y a un organisme qui s'appelle PVcycle qui va recycler intégralement les panneaux solaires. À savoir que, je réponds à une question que personne n'a posée, que le coût énergétique du recyclage d'un panneau solaire, c'est 15 jours de sa vie. Et le coût énergétique de la production, c'est 4 ans de sa vie. Quand on achète une voiture, on ne se pose jamais la question de savoir réellement combien on a eu besoin d'énergie quand on a fabriqué la voiture. Donc c'est pour ça que le rendement, dans tous les cas, le rendement écologique, il va quand même être bien plus intéressant que le groupe électrogène, par exemple. Je prends le pire des exemples, mais il y a aussi, oui, effectivement, il faut se poser la question de savoir sur le lieu quel est le potentiel. S'il y a du vent, on peut mettre une éolienne. S'il y a de l'eau, alors là c'est le top du top, une microcentrale hydroélectrique.
sachant qu'avec une microcentrale hydroélectrique, on a beaucoup moins besoin de batterie parce que ça tourne 24 heures sur 24. Il y a le photovoltaïque et il n'y a pas le vélo à pédale. Il y a une autre chose aussi par rapport à une question. Il y a une autre solution qui est bien plus intéressante que cette cuve, c'est d'avoir une source à plus de 20 mètres de hauteur. Ça, c'est le top du top. Là, on a la pression qui va se faire naturellement et de façon durable. Pour chaque 10 mètres de chute d'eau, on a un bar. Donc 20 mètres de hauteur, on a 2 bars, ça commence à être sympa. Bonjour, merci pour votre intervention. Moi, j'avais une question relative aux toilettes sèches. Il y a a priori deux grandes familles, donc à séparation ou alors les TLB où tout tombe dans un seau. Et j'aurais voulu avoir vos avis sur ce point particulier. Dans le cadre d'une installation à la campagne, a priori pour favoriser la synthèse d'humus, j'ai entendu quelque part, Pierre Lécolo et compagnie, Joseph Ozark je crois, qu'il était plutôt préférable d'avoir recours à une TLB, soit le seau, et non pas la séparation. Vous pourriez répondre ? Merci beaucoup. Ouais, c'est ça, moi en tant que maraîcher, alors Joseph Ozark, je ne sais jamais les prénoms, c'est le site Autarcie, OEAU, et allez voir, c'est une mine d'informations, c'est vraiment génial. En tant que maraîcher, moi je recommande vraiment la toilette pas séparée parce que on va retrouver le bon équilibre entre le carbone et l'azote dans le mélange final. Si on a les urines à part, on va se priver d'une partie de l'azote et du coup on aura un mélange qui sera trop carboné, qui va pas être forcément le parfait équilibre. Je rentre pas trop dans les détails, mais en gros, on va pas avoir le meilleur équilibre pour les bactéries qui vont venir digérer ce compost. Après, quand on part sur des toilettes à séparation, l'idéal, c'est d'envoyer les urines directement sur le tas de compost. Et du coup, on n'a pas besoin de les vider à la main et on se retrouve quand même avec le phénomène de compostage qui se passe dans les meilleures conditions. Bonjour, alors moi j'avais deux questions à vous poser. La première, c'est est-ce que vous pensez, c'est peut-être marqué dans le livre, ceci je n'ai pas lu, pas encore. Est-ce que vous pensez qu'il est intéressant de construire des doubles réseaux dans les maisons? Donc par exemple, au lieu d'avoir des réseaux uniquement en 220, avoir déjà un réseau créé en 12 volts, et même chose pour l'eau potable et l'eau non potable. Est-ce que c'est rentable? Est-ce que vous avez un avis sur cette question? Allez, le temps que Rémi récupère le micro, je parle de l'eau. Pour l'eau potable, ouais, c'est une très bonne idée. Notamment quand on s'aperçoit que l'air de rien, c'est vraiment du boulot entre guillemets de potabiliser de l'eau. Du boulot dans le sens où on va pas forcément faire un travail manuel, mais ça va consommer du filtre et des filtres. Pareil, on pourra pas en avoir des stocks de malades. Du coup, se concentrer et réserver l'usage des filtres uniquement pour l'eau qu'on veut potabiliser, c'est une très bonne initiative. Ouais. Et sur le... T'avais fini, Didier ? Ouais. Sur le 12 volts, effectivement, c'est à mon avis de loin la meilleure solution. Aujourd'hui, d'avoir une maison uniquement 12 volts, ça veut dire changer tout l'équipement. Et il y a certains équipements qui sont assez compliqués à trouver en 12 volts. Genre une machine à laver, ça existe, mais ça va coûter plus cher. Et donc c'est pour ça que c'est pas mal d'essayer dès le départ de se dire au moins tout ce qui est à partie éclairage, c'est des LED, on sait déjà qu'on est en basse tension. Tout ce qui est prise USB, quand vous voyez la quantité de choses que vous avez en USB dans une maison, c'est du 5 volts. Passer du 12 au 5 volts, c'est pas quelque chose de compliqué. Par contre, passer du 12 volts au 220, puis du 220 au 5 volts, à chaque fois on a de la perte. Donc si on met des petites prises USB à 2-3 endroits dans la maison, on va pouvoir économiser pas mal d'électricité et surtout on va tenir beaucoup plus longtemps. Par contre, attention, le courant continu, c'est pas la même façon, c'est pas les mêmes câbles, c'est des câbles plus gros parce qu'on est en basse tension, c'est des fusibles, c'est pas des disjoncteurs. En général, si vous faites pas l'installation vous-même et que vous demandez à un électricien classique de dire ça t'ennuie pas de mettre des trucs en 12 volts, il va partir en courant. Donc le mieux c'est soit vous trouvez un super électricien, il y en a, hein, soit c'est bien de s'intéresser et d'essayer de le faire soi-même, cette partie-là. On parlait tout à l'heure de l'importance du réseau et de la solidarité dans une démarche d'autonomie et de résilience. Les petites prises 5 volts, pensez aussi à en mettre à l'extérieur en cas de panne d'électricité qui pourrait durer un bon petit moment. Les voisins ils seront ravis de venir recharger leur smartphone alors qu'ils ne communiquera plus du tout avec le reste de la planète. Mais au moins il y a toutes les photos des enfants et ça, s'ils ne les ont plus, ils vont craquer. Bonjour. Est-ce qu'il n'est pas pertinent pour les cuves, à défaut d'avoir une source à 20 mètres de hauteur, de les placer en hauteur, protégées éventuellement du soleil,
et à la place d'utiliser une pompe, d'utiliser la gravité pour obtenir de l'eau. Alors, ouais, une des idées, c'est d'avoir, alors, avoir une pompe pour aller remplir les cuves, éventuellement, si on récupère l'eau du toit et qu'on a un petit bâtiment plus haut, l'idée, c'est d'utiliser une pompe la journée, grâce aux panneaux solaires, pour aller remplir la cuve en haut. Et du coup, dès qu'on en a besoin, la cuve est pleine plus en altitude, et effectivement, on peut utiliser l'eau courante. Après, il y a l'option éventuellement de rajouter une petite centrale là-dessus. Mais au niveau des rendements, Rémi, tu en penses quoi? Ouais, c'est compliqué. C'est compliqué. On va devoir arrêter si on doit respecter le timing. Donc pour ceux qui n'ont pas eu le temps de poser la question ou pour ceux qui sont trop timides pour poser la question devant tout le monde, je vous invite sur notre stand. A priori, on a encore de la voix jusqu'à ce soir, donc profitez-en. Et on essaiera de répondre au maximum à toutes vos questions. Et on refait une conférence, alors ça sera quasiment la même, à part les questions, tout à l'heure à 16h à l'autre bout du bâtiment. Du coup, vous pouvez arriver juste à la fin pour les questions. Ça sera peut-être l'occasion de placer la vôtre. Et dites-nous si ça vous a plu, c'est la première fois qu'on se tente la version low-tech. Si vous avez trouvé ça sympa, on continue, sinon on repasse. Merci. Merci beaucoup.